we had to struggle with the old enemies of peace, business and financial monopoly, speculation, reckless banking, class antagonism, sectionalism, war profiteering. They had begun to consider the government of the United States as a mere appendage to their own affairs. And we know now that government by organized money is just as dangerous as government by organized mob. They are unanimous in their hate for me, and I welcome their hatred. Donc, on a appelé donc cette réunion le fascisme financier, hier et aujourd'hui, comprendre pour le combattre. Donc, c'est souvent un terme qui tend à faire fuir les gens, puisque c'est un terme assez lourd. Et donc ici, vous avez en 2006, vous avez chaque cheminade pour l'élection présidentielle donc avait fait cette petite brochure qui s'appelle « Mon projet contre les puissances de chantage du fascisme financier ». Alors, comme vous le savez, pour nous, la politique n'est pas réunir un ensemble de slogans agréables pour pouvoir séduire un public et grâce à ça accéder à un pouvoir. Pour nous, la question, c'est vraiment de faire éclater la vérité, de former le citoyen en lui donnant tous les éléments théoriques, mais aussi historiques, politiques, économiques, lui permettant d'avoir son propre jugement et d'agir avec sa conscience entièrement libre et intervenir dans le monde du point de vue comme la politique, comme la suite d'une histoire, avec une idée de l'avenir de l'humanité, intervenir aujourd'hui dans la situation actuelle, comme si nous vivons en direct l'histoire contemporaine. Donc, par rapport à cela, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, si on veut donc... On peut voir le premier... En fait, donc, on va ce soir donc, essayer d'aborder 4 choses. La première, c'est d'essayer de définir quel est le problème qu'on veut absolument résoudre, quelle est la réalité à laquelle on doit faire face. La deuxième sera un petit regard sur les précédents historiques, quelles sont les leçons à tirer de l'histoire, surtout l'histoire qui a relié la première entre les deux guerres, qui nous a amenés dans la Grande Dépression et la guerre par la suite. La troisième serait de regarder ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est sur la table depuis un an avec les nouvelles lois de résolution bancaire qui sont en train d'être adoptées par nos différents gouvernements et institutions européennes. Et ensuite, on va parler, Rémi va surtout parler de ce qu'on peut faire par rapport à ça aujourd'hui. Quel est le combat que nous comptons mener pour changer la situation? Alors, pour la nature du problème, donc, inévitablement, on peut, ça vaut la peine de relire ou de lire pour la première fois le 3e volume du Capital de Marx sur le capital fictif. Bon, ce n'était pas le premier ni le dernier d'avoir abordé cette question, mais c'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire, comme aujourd'hui nous vivons dans la pleine confusion entre ce que c'est vraiment la richesse et qu'est-ce que c'est, est-ce que l'argent, le capital, les biens, les métaux comme l'or ou l'argent, est-ce que tout cela s'est mis aujourd'hui ensemble dans un énorme
énorme gamelle qui s'appelle la richesse. Et il faut évidemment faire le tri là-dedans. Alors, ce qui se produit, et bon, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est que vous avez donc ce qu'aujourd'hui les économistes appellent les bulles financières, qui est donc le nouveau nom du capital fictif. C'est-à-dire que, alors qu'en réalité, quand des États ou des banques centrales créent des valeurs monétaires ou de crédit, pour que ça corresponde à quelque chose de réel, il faut ce qui va donner de la valeur à un crédit ou à une monnaie, ce n'est pas sa valeur intrinsèque. C'est simplement un outil, c'est un instrument. Et selon que c'est un peu comme les garagistes, si un garagiste répare la voiture du chef de la mafia de Naples, cette voiture, elle ne va pas produire autant de richesse que si c'était la voiture d'Einstein qui, en fait, allait utiliser la voiture pour quelque chose de totalement différent. Donc, cette notion, c'est-à-dire que tout crédit et toute émission monétaire n'est qu'un pari sur l'avenir. C'est pour ça qu'on parle de l'économie politique, parce que chaque choix économique est par définition un choix de société. Et donc, donc, le phénomène qu'on a vu se répéter dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il y a une déconnexion entre l'émission donc, de valeurs numéraires ou de valeurs monétaires qui deviennent totalement déconnectées de l'économie réelle et qui même, encore pire, pour pouvoir prospérer, entre dans une logique qui est une logique de destruction de l'économie réelle. C'est que normalement, la plupart des Français pensent que l'argent, ça permet à faire travailler des gens et créer des richesses. C'est une bonne intuition, mais malheureusement, c'est très loin de la réalité. Aujourd'hui, il y a une création énorme de valeurs monétaires qui n'a absolument rien à voir avec l'économie réelle. Alors, Lyndon LaRouche, donc l'économiste américain, qui est un peu le poil à gratter de la scène politique américaine, depuis 30 ans, a essayé de développer des outils, non pas statistiques, parce que la statistique, c'est une fausse science, mais de conceptualiser quelle est la dynamique de ce genre de situation. Donc, je ne sais plus dans quelle année, à un moment donné, c'est entré dans l'histoire comme la triple courbe de Larouche, où d'un côté, donc, vous avez une courbe qui tend à descendre, qui est la production physique de l'économie réelle par habitant, qui en fait se trouve envoyée dans le fond par le développement d'un côté donc l'émission monétaire, qui elle-même va générer donc une troisième courbe qu'on peut appeler des agrégats financiers. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut faire de l'argent avec de l'argent sans passer par un cycle de production ou de consommation. Ce qu'on appelle aujourd'hui la spéculation pure. Et donc, depuis 30 ans, donc, nous avons l'explosion d'un certain nombre de, soi-disant, de nouveaux produits financiers, dont le plus connu sont les produits financiers dérivés. C'est-à-dire, ce n'est plus même... Alors, c'est quelque chose qui a connu son origine sur les marchés agricoles à Chicago, c'est-à-dire sur l'anticipation sur les récoltes. Donc, on pouvait vendre sa récolte d'avance à un prix donné, et on pouvait vendre une option d'achat pour une certaine valeur. Et cette option d'achat, on pourrait la revendre à d'autres. Et tous les banques au niveau mondial se sont revendus, en fait, ces produits financiers qui sont extrêmement risqués. Donc là, c'est une courbe très intéressante parce que vous voyez donc, dans le gonflement des agrégats financiers, vous voyez la partie totalement noire, ce sont les produits dérivés. Ce sont ces produits financiers qui sont des simples paris sur un prix donné dans l'avenir, qui sont des futures. Alors que les actions, disons, ce qui est quelque chose de plus proche de la réalité, qui peuvent être des actions, des obligations, est resté relativement stable pendant des années. Oui, encore ?
Donc là, pour vous donner une idée donc, vous avez il y a deux chiffres. Le premier, là, ici en bas, donc vous voyez, ça c'est une évaluation du produit intérieur brut au niveau mondial, qu'on chiffre aujourd'hui à 63 000 milliards, ce qu'on appelle des trillions, 63 trillions de dollars. Alors que si vous prenez donc ces produits dérivés, vous avez à peu près 10 fois plus. Vous êtes à 600. Donc c'est une... Sans parler, ça c'est les échanges de devises au niveau mondial, qui est encore plus élevé, qui est 15 fois plus grand. Donc en réalité, évidemment, c'est des engagements financiers qui, un jour ou l'autre, on ne pourra pas honorer. C'est-à-dire que c'est une dette, c'est une forme de dette, et qu'à un moment donné, si on fait un mauvais pari, il se peut qu'il va falloir payer cette dette. Et puisque c'est 10 fois plus que toute la richesse du monde, c'est une dette qu'on ne peut absolument pas payer. Ça, c'est pour la France, donc juste pour vous donner une idée. C'est que si vous prenez le cumul des bilans des 5 grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE et Dexia, à ce moment-là, vous arrivez à 8 000 milliards d'euros qui sont dans leur bilan. Et là-dessus, il y a seulement 22%, ce sont des prêts à des entreprises ou à des ménages. Mais les banques, c'est un peu comme les manifestations, c'est-à-dire que selon les chiffres de la CGT, ne sont toujours pas les mêmes que les chiffres de la préfecture. C'est-à-dire que lors des interrogations à la Chambre, à la Commission des finances, M. Oudéa, donc de la Société Générale, a dit oui, mais puisqu'on parlait de séparer les activités spéculatives des activités non spéculatives, donc le grand patron de la Société Générale disait, nous on a calculé qu'on va mettre entre 0,7 et 1,5% dans la filiale, qui sont les parties spéculatives. Alors que tout le monde connaît les autres chiffres, qu'en fait, il y a 78% du bilan qui sont des produits spéculatifs. Donc, les chiffres des uns disant on est en plein mensonge. Oui, prochain. Alors, la question commence, c'est que, comme je vous ai dit, donc, vous êtes dans une bulle de capital fictif, comme si c'était un jeu de Monopoly, avec des gens qui sont enfermés dans une salle où ils jouent au Monopoly. Et tout d'un coup, il y a un moment où on dit, voilà, maintenant, le jeu est fini. Maintenant, je veux, sur ma fausse monnaie de Monopoly, il y a marqué 1 000 €. Et moi, je veux 1 000 € de réel. Je veux vraiment de la vraie marchandise. Je veux du charbon, de l'acier, des tomates, des beefsteaks, des céréales. Je veux quelque chose de vrai. Et je vais extorquer à la réalité quelque chose, une valeur qu'on a créée en fait d'une façon totalement artificielle. Et je la veux tout de suite. Puisque je ne l'ai pas tout de suite, tout mon système va s'effondrer. Donc là, vous entrez dans une logique de auto-cannibalisation, dire que vous créez un système qui d'abord va se manger lui-même et qui ensuite, comme dans les années 30, avec le régime hitlérien, se voyait obligé d'envahir les pays voisins pour pouvoir en aller en Autriche parce qu'il y avait de l'or dans la banque centrale en Autriche, on allait en Tchécoslovaquie parce qu'il y avait de l'or, on allait en Pologne parce qu'il y avait de la main-d'œuvre, il y avait du charbon, on allait en Norvège parce qu'il y avait de l'eau lourde. Et donc, on était dans une logique d'abord d'autodestruction et ensuite, une fois qu'on a tout détruit chez soi, on est obligé de effectivement s'engager dans des guerres de conquête économique pour maintenir un système qui s'autodétruit. Et donc, maintenant, en bref, c'est la logique qui a été donc mise en place. Disons, ce qui est frappant, si vous prenez le temps, disons, il y a des dossiers maintenant sur le site avec tous les détails,
Mais si vous regardez, vous faites un survol de ce qui s'est passé, donc vous avez la Première Guerre mondiale, où déjà, avant que la guerre commençait, les pays étaient quasiment tous en faillite. Donc, ils n'avaient même pas d'argent pour acheter des munitions pour faire la guerre. Donc, on est allé s'endetter aux États-Unis, notamment auprès de la grande banque de John Pierpont Morgan, JP Morgan, qui a prêté des sommes absolument énormes à la Belgique, à la France, à l'Empire britannique, à l'Italie, au Japon, pour acheter évidemment aux États-Unis, chez les clients de Morgan, le matériel de guerre. Une fois la guerre terminée, il va falloir payer. Puisque l'Allemagne a payé la guerre, Poincaré disait « l'Allemagne paiera ». Puisque une fois que l'Allemagne paye à la France et à la Belgique, la France et la Belgique, à leur tour, pouvaient rembourser les banques américaines, dans ce cas-ci. Le seul problème, c'est que les montants donc, fixés d'abord en 1919 donc, au traité de Versailles, ensuite à la conférence de Londres en 1921, c'était de l'ordre de 300% du revenu annuel de l'Allemagne. Donc c'était totalement impossible. Donc c'était tellement impossible que dès 1923, en janvier, la France envoie l'armée occuper la Ruhr pour directement avec l'armée aller ramasser du charbon, le ramener en France. Et ensuite, bien sûr, l'hyperinflation en octobre 1923, puisque pour avoir de l'argent, on imprime de l'argent à tout va, parce que comme ça, on peut faire marcher la machine et rembourser un tout petit peu. Ensuite, donc, la Banque Morgan va envoyer d'abord Charles Dawes avec le plan Dawes, ensuite Owen Young avec le plan Young. C'est des plans de renflouement bancaire. Où on dit, voilà, le problème, c'est que l'Allemagne c'est devenu le too big to fail. C'est-à-dire, c'était déjà, si l'Allemagne était en faillite, c'était tout le système financier mondial et les banques américaines qui tombaient en faillite. Donc, du coup, les banques américaines disaient, bon, on va donner un peu d'argent à l'Allemagne. Comme ça, l'Allemagne peut payer à la France et la France peut payer. Oui, c'est le manège. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans tous ces processus? C'est d'abord, on crée des dettes fictives, totalement hors de toute réalité économique. 2, on impose une austérité pour les faire payer. Si ça ne marche pas, on fait marcher la planche à billets. Et éventuellement, on fait des plans de renflouement. Et tout cela ne marche qu'un temps. Et à un moment donné, on dit, bon, maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, il faut passer donc, à cette phase hard, qui est la phase du pillage. C'est-à-dire, on va faire travailler la main-d'œuvre, y compris jusqu'à la mort, et même extraire l'or dentaire des gens qu'on va gazer dans les camps de concentration. C'est une logique, disons, c'est une logique qui a été mise en place, et dans cette horreur des camps de la mort n'a été que la phase ultime de ce pillage qui est une politique économique. Alors on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais si vous regardez maintenant ce qui s'est passé entre 2008 et 2013, oui, alors je me suis amusé, ça fait aussi 14 ans, entre 19 et l'arrivée d'Hitler, vous avez 14 ans, et entre 99, qui est le moment où on a aboli donc, la loi Glass-Steagall aux États-Unis, qui était la loi qui freinait la spéculation parce qu'elle séparait d'un côté les banques d'investissement qui pouvaient jouer, mais qui devaient tomber avec leurs propres erreurs. Et de l'autre côté, il y avait un système de banques commerciales qui n'avait pas le droit d'aller prendre des risques sur les marchés. Donc, ça a été aboli en 1999 aux États-Unis. En 2000, donc, vous avez la fusion entre JP Morgan et la Chase Manhattan. Vous avez toutes les fusions, tous les groupes, concentration de la spéculation, qui nous a donc conduit à la crise de 2008, qui n'était pas la crise de Lehman Brothers, mais qui est la crise de AIG. Et donc, puisque AIG était au bord de la faillite, on a décidé de sauver AIG
qui devait beaucoup d'argent à Goldman Sachs et à la Société Générale. On a sauvé AIG en liquidant Lehman Brothers. C'est pour ça qu'on parle de la crise de Lehman Brothers, qui était évidemment que la partie visible, c'était l'ombre sur le mur pour cacher en fait la réalité. Qu'est-ce qu'on a fait après? Donc, on fait des plans de renflouement. On a fait le programme TARP que McCain et Obama ont signé ensemble avec Bush avant l'élection d'Obama. Ensuite, nous sommes déjà, aujourd'hui, on fait marcher les planches à billets. Vous voyez, dès le moment que Mario Draghi ou Ben Bernanke disent qu'on pourrait peut-être imaginer dans 3000 ans peut-être d'arrêter d'arroser les banques, vous avez toutes les bourses du monde qui s'effondrent en 24 heures. Donc, vous avez un système qui est complètement drogué à l'argent facile, à l'argent fictif. C'est-à-dire que voilà, pour qu'une bulle ne s'effondre pas, il faut mettre des sparadraps et il faut continuer à pomper pour que l'air qui est parti puisse de nouveau remplir la bulle. Et donc ensuite, le REPRO, ça a été les opérations de refinancement par la Banque Centrale Européenne. Donc aujourd'hui, vous avez la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Réserve fédérale. Toutes ces banques centrales, continuellement, injectent de l'argent à moins de 1% dans les banques, qui vont le reprêter au gouvernement, aux États. À combien? 4%? Oui. Oui, il y a des risques. Et donc là, nous passons donc à la nouvelle phase, qui est cette phase d'autodestruction. C'est-à-dire que petit à petit, on dit, voilà, le problème, c'est que maintenant, les États sont évidemment trop endettés, puisqu'on a transféré la dette des banques sur les États. On accuse les services publics, tout va mal, on a trop dépensé, maintenant il faut arrêter de dépenser. Alors qu'on a en fait, s'ils sont endettés, c'est parce qu'on a repris toutes les mauvaises dettes pourries des États. Et donc s'il y a une nouvelle crise, on ne pourrait pas, une fois de plus, demander aux États de renflouer les banques. Donc il faut encore trouver autre chose. Cette nouvelle chose, c'est de dire, voilà, maintenant c'est fini, on ne va plus faire appel aux contribuables pour renflouer les banques. Vous en avez marre, je pense, de payer pour les banques. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va directement se servir dans votre compte en banque. Alors ça s'appelle les plans de résolution bancaire, où on dit, voilà, mais maintenant le problème c'est que pour convaincre les gens d'accepter qu'on pioche un peu dans leur compte, il faut quand même qu'on pioche aussi un peu dans les comptes des actionnaires ou de ceux qui tiennent les obligations, etc. etc. Donc, on dit, voilà, les lois sur la faillite des banques, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de discussions, parce que ce qui compte, c'est que quand il y a une banque en difficulté, il faut qu'en moins de 24 heures, on puisse la liquider sans qu'il y ait un effet de contagion. Parce que ce qu'il faut, c'est sauver les systèmes, surtout pas remettre en cause les règles du système, qui est très très bon. Il faut tout faire pour éviter qu'on remette en cause les systèmes. Donc pour sauver les systèmes et la logique du système actuel, il faut créer une agence supranationale, une autorité de résolution bancaire qui peut intervenir. Alors c'était prévu pour 2018, mais il y a eu le problème du Chypre. Et alors à Chypre, on a pu tester en direct ce qu'on avait prévu pour 2018. Dire qu'on a, d'un côté, on a transformé certains dépôts. On vous dit, ouais, vous avez 300 000 euros sur votre compte, 100 000 on vous laisse, mais les 200 000 autres, on va les transformer en actions de la banque qui est en faillite. Donc vous y gagnez, puisque si on les prend comme ça, vous allez nous dire qu'on est en train de vous voler, ce qui n'est évidemment pas vrai. Donc il y a l'affaire de Bankia, il y a eu un précédent en Espagne, où on a convaincu les gens qui avaient dans les caisses d'épargne
On les a convaincus d'acheter, de devenir actionnaires de Bankia, qui était le nouveau groupe où l'action a chuté de 98% depuis. Donc les gens ont tout perdu. Et on nous dit, là c'est encore marqué là, aujourd'hui, on dit oui, c'est ce qu'on a fait en Espagne, c'est le modèle. Donc il y a deux modèles, il y a Chypre, où on a chyproté les dépôts, et l'Espagne. Donc voilà, donc on est dans une logique où le système est tellement au bout que pour maintenant faire sauver ces systèmes, dans leur logique du système, c'est de passer donc cette mutation, ce que Cheminade avait dénoncé donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le capitalisme financier va se muter en fascisme financier. Alors si vous pensez que c'est exagéré, vous pouvez le penser, mais je vais vous contredire, parce que j'ai des textes. Là, par exemple, il y a une étude qui est sortie en 2011 du Boston Consulting Group. Elle est sur notre site, hein, mais je vous lis juste donc une citation. Attends. La restructuration du surendettement dans la zone euro nécessitera du financement et sera un sacré défi. Afin de financer, parce qu'en fait, il y a deux choses à financer. Il n'y a pas seulement les banques à sauver, il y a aussi les États à sauver. Donc, il y aura deux ponctions à faire. Une pour sauver les banques, une pour sauver les États. Ça, c'est pour sauver les États. Donc, afin de financer une restructuration contrôlée, les politiques pourraient conclure à la nécessité de taxer la richesse existante du secteur privé. Beaucoup de politiques estiment que taxer les avoirs financiers est la façon la plus équitable de résoudre le problème. Alors, ils poursuivent. Pour la plupart des pays, un haircut, c'est-à-dire une ponction d'office, de 11 à 30% suffirait pour couvrir les coûts d'une restructuration ordonnée de la dette. Grèce, Espagne et Portugal sont les seuls pour qui le fardeau pesant sur le secteur privé sera nettement supérieur. Dans le contexte général de l'avenir de la zone euro, les politiques devraient proposer un partage plus large du fardeau de la dette, de sorte que les contribuables de pays tels que l'Allemagne, la France et les Pays-Bas contribuent bien plus que la part requise pour réduire leur propre charge de dette. Ce serait impopulaire, mais les banques et les compagnies d'assurance de ces pays en bénéficieraient. Voilà, c'est dit. Hein. Donc ça, c'est le Boston Consulting Group en 2011. Et alors, là, c'était le toupet. C'est donc le 28 mai, donc une note du service études économiques de JP Morgan donc à Londres, pour la zone euro, qui dit, oui, il faudra réformer tous les systèmes, mais jusqu'à maintenant, on pensait que c'était surtout des problèmes économiques. Mais bon, on a réfléchi. En fait, c'est surtout des problèmes politiques qui se posent. Au premier jour de la crise, on pensait que ces problèmes d'héritage national étaient en grande partie économiques. Au fil du temps, cependant, il s'est avéré qu'il y avait également des problèmes d'héritage nationaux de nature politique. Les constitutions et solutions politiques dans la périphérie sud de l'Europe, mises en place dans la foulée de la chute du fascisme, contiennent des caractéristiques qui apparaissent incompatibles avec une intégration plus poussée dans la zone euro. Donc, qu'est-ce que disent ces messieurs? Ils disent, voilà, au Portugal, en Italie, en Grèce, en Espagne, suite à l'effondrement des régimes fascistes, il y a eu des gouvernements qui ont voulu indexer les salaires sur le coût de la vie. Ils ont voulu inscrire dans la Constitution un certain nombre de droits. Et voilà, ces constitutions aujourd'hui, c'est un obstacle si on veut vraiment faire les réformes qu'il faut. À la limite, avant, les régimes totalitaires fascistes, c'était quand même plus facile et plus souple pour les réformes que nous défendons. Alors, ils le disent explicitement. Les systèmes politiques dans les périphéries affichent les caractéristiques suivantes. Des exécutifs faibles, des gouvernements centraux faibles par rapport aux régions, une protection constitutionnelle des droits des travailleurs, un consensus dans la construction de systèmes politiques promouvant le clientélisme politique, et le droit de protester si des changements malvenus sont apportés au statu quo politique. Vous voyez ? Vous vous rendez compte ? Les gens ont même le droit de protester. Et c'est quand même quelque chose qui empêche vraiment la croissance.
et qui inquiète les investisseurs. Donc il faut en finir avec ça. Alors bien sûr, nous avons maintenant sur le site un diaporama sur un siècle de fascisme de JP Morgan, parce qu'il s'avère qu'ils ont financé Hitler, ils ont financé Mussolini dans les années 30, on a absolument les preuves. Donc ils ont une certaine tradition. Et donc là, ce que vous voyez revenir sur la scène, c'est un peu la nuit des morts vivants. C'est que vous avez d'un côté la Banque des règlements internationaux qui défend tous ces mécanismes de résolution bancaire et qui a déjà joué un rôle dans les années 30. De l'autre côté, vous avez JP Morgan et d'autres qui sont là aussi depuis très longtemps et qui ont une certaine expérience dans leur façon de traiter des crises. Suivant. Oui, c'est ce que je viens de vous... Oui, donc une petite dernière note, par exemple pour la Belgique. Donc la Banque des règlements internationaux, il y a 10 jours, a publié son rapport annuel, où par exemple elle dit, oui, en Belgique, la Belgique devrait faire 34 milliards d'euros d'économie d'ici 2025, je crois. Il dit c'est à peu près, ça représente 10% du PIB. Il dit, mais ce qu'on dépense là-bas en Belgique pour les malades et pour les personnes âgées, c'est 9% du PIB. Bon, c'est à vous de voir. Hein. On vous oblige à rien. Hein. Mais donc, vous avez cette pression permanente sur le secteur de la... Effectivement, on entre dans une logique où il y a des gens rentables, il y a des gens qui sont de moins en moins rentables, et pour laquelle on dit ça vaut plus la peine de continuer à dépenser pour des gens jugés pas rentables. Ouais. Ah oui, alors pour conclure, je pense que l'image qui correspond en plus le pire, disons le mieux, ce qui correspond le mieux à ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment l'idée du Titanic. Vous savez que le Titanic est un bateau incoulable. Pourquoi ? Il était fait en caisson. Exactement. Donc, oui, donc le monsieur répond, c'est un bateau qui était construit il y avait des compartiments qui étaient hermétiquement fermés. Donc alors, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on dit ? Ah, les banques, on ne va pas les couper en deux, on va faire vous voyez, on va faire une filiale dans laquelle on va mettre les produits à risque. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils disent, tous ces lois ? Ils disent, s'il y a une banque qui tombe, s'il y a une banque qui tombe, ben on va faire un cordon sanitaire autour, on va tout neutraliser, on va, comme avec un laser sur un cancer, sur une tumeur cancéreuse, on va liquider la tumeur et on va sauver l'organisme. Le problème, c'est que ce n'est pas la réalité. En réalité, aujourd'hui, c'est un jour, on peut avoir 5 banques qui sautent en même temps. C'est-à-dire que c'est pas la dimension de la crise est telle que n'importe quel mauvais pari, et c'est pas une banque qui saute, c'est 15 banques qui sautent. Donc, ils sont dans cette logique. Donc même, je dis ça parce qu'il faut, même dans leur propre... c'est-à-dire, c'est des gens qui construisent des systèmes qui paraissent infaillibles sur le papier, mais qui sont totalement à côté de la plaque par rapport à la réalité. Alors donc hier, et ça je vous dis pour conclure, vous savez qu'en Europe, il y a tous les... Donc la Banque des règlements internationaux, à travers le Conseil de stabilité financière, a proposé tous ces plans de résolution bancaire. C'est intégré dans la loi Moscovici en France, dans le deuxième volet de cette loi, qui probablement a été... il y a la commission paritaire du Sénat là, qui c'est en train donc d'être adoptée en France. Alors, il y a toute une discussion, évidemment, de mettre en place une autorité de résolution européenne pour que... Parce qu'on dit, Barnier l'a encore dit, il dit oui, les agences de résolution, c'est national, alors que l'économie, c'est mondial. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus centralisé. Alors,
Donc, mais le problème, c'est que la Banque Centrale Européenne, en fait, elle ne peut pas rendre des comptes, puisque ce n'est pas une vraie banque, puisque l'Europe, ça n'existe pas, ce n'est pas une entité juridique, ce n'est pas un pays. Normalement, une monnaie, ça existe parce qu'il y a un pays. Là, on a une monnaie où il y a 27 pays. Donc, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas avoir ça. Donc, pourtant, c'est la Banque Centrale Européenne qui va créer, qui va gérer la supervision. En Europe, il y a 6000 banques qui vont être sous la supervision de la Banque Centrale Européenne. Donc, elle peut regarder, mais elle ne peut pas intervenir. Alors, le scénario qui est proposé maintenant par Michel Barnier et la Commission européenne, c'est qu'il y a 4 niveaux d'opération. Donc, dès 2014, la Banque Centrale Européenne sera le superviseur en fonction des 6000 banques européennes. Donc, s'il y a un problème avec une banque, la BCE, elle sonne la cloche d'alarme. Ensuite, il y a ce qu'ils veulent créer, c'est le Conseil de résolution unique, le CRU, dans lequel il y aura des gens de la BCE, de la Commission européenne et des régulateurs nationaux, qui seront membres du Conseil de résolution unique. Donc, si la BCE lance l'alarme, ce Conseil de résolution unique va formuler des propositions à la Commission. Et à ce moment-là, c'est la Commission qui prend la décision d'appuyer sur le bouton, comme ils disent, destroy. Voilà, telle banque, on va la liquider, mais c'est la Commission qui décidera. Et à ce moment-là, c'est le Conseil de résolution unique avec un fonds de résolution unique auquel tous les banques sont supposées contribuer dans les 10 ans à venir, qui, eux, donc, vont intervenir avec les régulateurs nationaux. Parce qu'on dit qu'il faut faire ça tout de suite, parce que il faut que les marchés puissent savoir que tout est bien géré, tout est sous contrôle, etc. Donc vous voyez vraiment, parce qu'évidemment l'Europe c'est devenu une usine à gaz juridique et absolument incroyable. Et donc on en arrive à ce genre de schéma qui, sur le papier, sont supposés créer la confiance et rassurer les marchés. C'est à peu près le seul but. Ce qui frappe dans tout ça, c'est que toutes les banques centrales sont en train de dire, normalement, si l'économie est en train de repartir, on pourrait de nouveau augmenter les taux. Toutes les banques centrales, chaque fois qu'il y a une réunion, disent non, les taux, on va les garder très bas, parce que tout va très bien. Alors qu'en réalité, tout risque d'exploser, et dès qu'on augmente les taux, tout explosera. C'est un peu comme si tous les jours, chez vous, les pompiers viennent arroser votre maison. On disait non, il n'y a pas le feu, mais c'est un titre préventif. On ne sait jamais. Il faut mieux arroser. Donc, on est dans ces mensonges et on est dans une situation où tout peut, disons, s'il n'y a pas par rapport à ça une décision nette, comme nous le demandons, aux États-Unis en particulier, parce que les États-Unis ont la surface pour le faire et la tradition historique pour le faire, évidemment avec l'aide de l'Europe, et la même chose en Europe, dire une séparation nette des banques pour ouvrir la porte à une nouvelle politique de crédit. Et il ne faut pas seulement séparer les banques, il faut séparer toutes les dettes, il faut faire un triage de tout l'endettement au niveau mondial, entre des dettes illégitimes qu'il faut effacer, comme on avait fait en Mésopotamie. Donc les dettes, le crédit, les banques, tout cela, il faut mettre ça totalement à plat, faire le tri là-dedans et repartir avec, de nouveau, uniquement émettre des crédits et des financements comme un pari sur l'avenir, sur les créations futures, avec des vrais projets pour équiper l'homme et la nature et vraiment faire le contraire. Par exemple, là, on a annulé en France la dernière espérance d'avoir un petit peu de croissance et de vraie augmentation de la productivité, ça aurait été un minimum des grands travaux. Là, on dit, voilà, ah oui, il y avait 70 projets, mais il n'y avait pas d'argent, donc voilà, c'est la crise, donc on ne peut plus se payer le luxe de faire des grands travaux. Alors que justement, s'il y a une chose qui peut servir de locomotive pour entraîner, pour ramener des investissements dans l'économie réelle, ce serait faire cette politique des grands travaux. Donc on a le monde à l'envers.
Et on a des députés qui disent non, 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 la séparation des banques, on ne veut pas. Et après, ils viennent pleurer. Ils disent oui, il n'y a plus d'argent pour faire... Ah oui, je voulais faire le canal Seine-Nord parce que ça passe chez moi et les gens, ils aiment ça. Et je veux me faire élire aux prochaines élections municipales. Et alors, je refuse de changer le système financier. Oh là là, mais c'est terrible. J'aurais plus mon grand projet qui passe chez moi pour me faire réélire. Donc on a cette schizophrénie et on a des gens, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Et c'est à vous, et ça c'est Rémi qui va vous montrer, comment on est en train d'organiser un tsunami d'élus locaux et de citoyens qui partent à l'assaut, qui vont mobiliser leurs élus locaux pour qu'ils aillent à leur tour mobiliser les élus régionaux, nationaux, pour faire bouger les choses. Voilà, sans transition. Voilà. Bonjour. Est-ce que alors, ceux qui ont suivi quand même, on a depuis 7-8 mois bougé pas mal de choses au Parlement, avec des choses à bouger qui ne sont pas très faciles à bouger. Parce que quand même c'était une promesse donc de Hollande, la séparation des activités économiques et financières. Et à partir de là, les parlementaires socialistes, enfin la majorité, a choisi de faire confiance. L'opposition a décidé qu'elle serait juste une opposition et qu'elle ne pouvait rien faire, donc elle n'a rien fait. Et le Front de gauche et les écolos qui pendant la campagne, sortaient du bois à dire il faut couper les banques en deux, etc. Nicolas Sansu, qui était représentant des communistes, a dit on porte quand même pas de procès d'intention sur le gouvernement, donc on va se limiter à faire quelques amendements par-ci par-là. Ce qui est quand même étonnant quand on entend ce qui est en train de se dérouler depuis un an un peu partout en Europe, etc. Et même les critiques qu'ils posent. Et quand même quelques écolos, quelques radicaux de gauche qui ont fait des amendements pour dire quand même, parler de séparation des banques et rien de séparer, c'est plus que ridicule, c'est extrêmement dangereux aujourd'hui. Mais qui, ma foi, n'y ont pas trop cru. Enfin, je pense à la réalité de la chose, peut-être pas à ce qu'ils disaient, mais à la réalité. Donc, qui se sont rabattus sur tout un tas de détails, d'autres amendements sur l'alimentaire ou 36 000 choses, qui ont une importance, mais qui, si on coupe pas les jambes à l'ennemi, il va encore bouger, quoi. Enfin, c'est le problème. Donc, on a écrit une proposition de loi, qui est celle-ci, qui n'est pas très grosse, c'est l'intérêt, qui est le plancher en dessous duquel on ne peut pas aller, qui est cette séparation complète, dans lequel on n'explique pas qu'il y a différentes finances, quoi, il y en a une. Le reste, ça concerne l'économie réelle, ça concerne le crédit, ça concerne la projection sur l'avenir. La spéculation, c'est une optimisation, c'est du marchandage, c'est le négoce. C'est pas la même chose. Donc, on a fait cette proposition de loi, et ce qu'on cherche à avoir, c'est au moins un parlementaire, parce qu'un seul suffit, un à l'Assemblée, un au Sénat, pour qu'elle soit déposée, et qu'elle soit soumise à discussion dans les commissions spécialisées, machin, mais qu'en tout cas, qu'il y ait officiellement une discussion là-dessus, parmi les parlementaires, nos élus. Et ce qui existe en France, c'est une capacité pour les élus locaux, donc depuis les communes, communautés de communes, départements et régions, à se prononcer sur ce que devraient faire d'autres élus, d'autres acteurs de la société, par rapport à des problèmes qui concernent la commune, le département ou la région, mais qu'eux ne peuvent pas résoudre. Et en particulier, cette question des banques, c'est ça. C'est qu'on a des communes qui se retrouvent aujourd'hui dans la panade, avec des emprunts toxiques, etc., qui ont été escroqués, et où ces communes-là entendent après au Parlement dire que le problème de Dexia, ça a été que les communes ont signé. Donc c'est ça le principal problème, que les gens ont accepté de se faire avoir. Donc, ce qui est un vœu, c'est une capacité pour un conseil municipal, parce que c'est pas un maire qui est élu, c'est un conseil. À chaque fois, c'est une assemblée. C'est la capacité pour cette assemblée d'émettre un texte
Et par exemple, un vœu, ça ressemble à ça. C'est un bout de papier. C'est la même chose qu'un caillou ou un bout de bois. C'est juste un petit truc. Sauf que ça va en préfecture. Sauf que ça va en préfecture. Et où donc l'Assemblée demande aux parlementaires, alors en particulier, ce qui est intéressant, c'est quand ils demandent à celui du coin de déposer cette proposition de loi. Ils demandent aux autres assemblées, régions, etc., de faire de même. Et donc ça, c'est voté à la majorité, comme la plupart des choses. Et c'est, au final, envoyé en préfecture. C'est juste ça, en fait, un vœu. Donc en tant que tel, c'est pas grand-chose. Même en tant que tel, c'est rien. Par exemple, on a découvert qu'il y a, donc c'était en octobre 2011, c'est la région du Limousin qui a émis un vœu pour la séparation des banques. Donc à majorité PS. Voilà. Et en demandant spécifiquement une séparation stricte, en expliquant assez bien pourquoi d'ailleurs. Enfin, en posant des chiens, en posant ce genre de choses. Et au final, on n'en a pas entendu parler. Et puis alors là, ils n'ouvrent pas tellement leur bouche pour le répéter une fois de plus. Et ils ont appris ce que c'était qu'un parti politique. Donc, enfin, c'est quand il n'y a rien de plus qu'un bout de papier, la préfecture, eh ben, ça ne sert à rien. Donc, nous, ce qu'on propose de faire à travers ça, en fait, c'est d'utiliser ce droit de parler de ce qui est important. Parce que la démocratie, c'est pas juste avoir le droit de parler, c'est de dire il y a des trucs qui sont plus importants que d'autres, et de dire il y a des trucs qui sont vitaux. C'est ça la démocratie, hein, c'est pas juste des discussions. Donc, il y a d'une part cette idée que c'est important, et d'autre part le fait que on a eu beaucoup de réponses de la part des parlementaires, nous rassurant sur le fait que, bon, certes, ils ne pouvaient pas séparer complètement les banques, parce que c'est quand même un truc énorme, la France ne peut pas le faire toute seule, donc vous inquiétez pas, il y a l'Europe. Et puis l'Europe, ça a l'air d'aller bien, quoi. Ça va dans la bonne direction, tout ça. Donc c'est pas que nous. Et beaucoup d'élus au niveau des régions, ou même de villes un peu importantes, dès qu'ils sont dans des partis politiques, ce qui est expliqué, c'est que c'est pas eux. Il faut voir le mec d'à côté, pour qu'on puisse avoir une solution. Et ça, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, les élus, et alors dans les partis politiques, c'est le pire, c'est que c'est jamais leur responsabilité. C'est pas eux de prendre les décisions. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des parlementaires qui sont hyper performants pour aller venir avec une paire de ciseaux pour couper un ruban rouge, mais qui, pour ce qui est de réfléchir à comment, sur un territoire donné, on peut améliorer les conditions de vie, améliorer les conditions sociales, etc., même s'ils sont socialistes, il n'y a personne, quoi. Donc nous, on se propose de pousser chaque représentant, et chaque citoyen, c'est là que vous comptez, à prendre ces responsabilités-là. Alors, ce qu'on est en train de faire, je ne sais pas si tu peux... Ouais. Ça, c'est le tsunami, pour l'instant. C'est les 6 communes qui ont émis un vœu. Parce que pour l'instant, on a commencé ça il y a 1 mois et quelques. Et alors vous allez voir, c'est pas si facile, hein, c'est pour ça que ça en est là. Pour vous dire, en haut à gauche, c'est Fresnay-sur-Sarthe. En haut à droite, c'est Aumé, dans la Marne. Juste en dessous, c'est Créancé. À droite, c'est Auxelles, dans le Doubs, et Créancé dans la Côte d'Or. En bas, Salindre, à droite, dans le Gard. Et en bas à gauche, Tessaudes, dans le Tarn. Donc ça, c'est, pour vous donner une idée, c'est des conseils municipaux. Il y avait dans le total 83 conseils municipaux. Ils n'ont pas tous voté. Il y en a plusieurs qui ont été votés à l'unanimité, mais d'autres non. Et ces conseils, ces vœux émis par le droit républicain représentent 6783 personnes. Ils ne sont pas tous foudres de guerre à vouloir s'attaquer à la City de Londres, etc. Mais en tout cas, leur assemblée a émis ça. Si tu peux mettre la seconde.
Créancé. Alors ça, c'est... Donc Créancé, c'est une petite bourgade, 520 habitants. Le maire, on le connaît depuis un certain temps. En fait, il avait déjà, je crois, parrainé en 2007. Et alors, en bas, à gauche, vous voyez un petit carré, un petit rectangle. C'est un château, si tu peux mettre la 3e. C'est le château de Créancé, et qui a été racheté par un trader américain. Ça leur a beaucoup enseigné sur ce que c'était que la vie d'aujourd'hui. Il faut quand même voir que ce village-là, c'est un petit coin bien sympa. Il n'y a pas grand-chose autour, c'est vraiment tranquille. Et il y a 2 choses. Il y a le château de Créancé, et il y a le maire qui, c'était en 2008, on avait fait une petite virée avec quelques militants entre Lyon et Paris, où on avait milité dans tout un tas de villes, dont Dijon, et où on s'est arrêté justement, ils nous avaient hébergés gratos dans la salle des fêtes. Et il nous a montré un autre truc dans le village, c'est une grotte dans laquelle il y a une trace préhistorique, une peinture préhistorique. Et pour lui, eh ben, cette peinture-là, elle est plus importante que ce que va lui faire le trader américain dans le château. Il estime que c'est bien plus important. Donc, à Créancé, c'était le premier vœu, ça a été voté à l'unanimité. Ses conseillers avaient déjà rencontré, je crois que c'était pour 2007, Cheminade avait rencontré tout le conseil et tout, ils avaient discuté. Enfin, les mecs comprennent ce que c'est que la différence entre la finance et l'économie. Si tu peux mettre la suivante. Alors ça, c'est le Gard. Là, c'est Alès. Là, c'est Salins. Et là, il y a une grosse tache énorme. Est-ce que tu peux mettre la suivante? Oui, il y a Alès. Alès, et il y a une grosse tache blanche en haut à droite d'Alès. Là, où il y a la souris. Est-ce que tu peux mettre la suivante? C'est Rhodia. C'est une énorme industrie. Enfin, comme vous avez vu par rapport à Alès, c'est un truc énorme. Parce que Salindre, depuis un siècle, c'est une capitale de l'aluminium. C'est une ville, c'est 3500 habitants, je crois. Un truc comme ça. Qui vit de l'aluminium, qui vit de l'industrie. Et donc, peut-être il y en a qui l'ont lu dans le journal, c'est lui qui a écrit une tribune où le maire commence en disant c'est par la presse qu'on a appris qu'on avait un emprunt toxique. Parce que pour l'instant, ce n'est pas un emprunt toxique qui a explosé, qui est arrivé à maturité, disons. Mais c'était en 2010, non, où l'IB a fait une carte avec les différents crédits que Dexia avait filés à des communes. Et donc des journalistes ont découvert que Salindre avait un crédit de Dexia. Et depuis, les autres banques que Dexia ont fait grimper les taux, sachant que Salindre avait déjà un emprunt qui risquait d'être problématique. Donc ils connaissent ça. Donc ça, c'est aussi un vœu qui a été voté par tout un tas de gens. Si tu peux mettre la suivante. Alors ça, là on est dans le Doubs. Alors ça, c'est Rosureux. Une petite vallée. À gauche, une énorme montagne aussi, à droite aussi. Une petite vallée et 83 habitants. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. En fait, bizarrement, ça ressemble beaucoup plus au Parlement. C'est-à-dire que la maire, on l'a rencontrée pour 2012. Elle, en fait, elle est dans la logistique. Et toute jeune, elle s'est installée il y a 3 ans dans ce village. Elle s'est dit, super, je vais faire plein de trucs. Et je vais être maire. Enfin, en tout cas dans le conseil. Et elle s'est retrouvée maire. Être mise maire. Et depuis, elle a découvert qu'en fait, tous les types, ils sont assis sur même pas un pactole. C'est ça qui est affreux. C'est que c'est pas des gens qui ont de l'argent. Ils sont là depuis des siècles. Mais ils ont rien. Il y a quasiment plus que des retraités. Et donc, il y a, depuis les années 50-60, je crois que c'est la moitié des communes qui ont été équipées d'ampoules à mercure.
des vieux trucs qui bouffent à fond d'énergie, c'est un truc affreux. Et la commune en est équipée. Et depuis 2011, il y a des aides de l'État pour faire en sorte qu'elles soient remplacées. Ça coûte moins cher à la consommation, etc. Et en prévenant que dès 2015, en avril 2015, ça serait plus produit du tout. Et les gens ne pourraient pas les remplacer, quoi. Donc elle a décidé de proposer ça à son conseil, de dire il va falloir peut-être qu'on les change, qu'on s'équipe, qu'on voit l'avenir, avec même la nuit. Eh ben non. Si elle marche encore, on débourse pas, on dépense pas, surtout pas. Donc elle s'est retrouvée, mais à brûler sur place, quoi, à pas comprendre comment on peut accepter ça, quoi. Donc en tout cas, elle n'a pas pu. Et alors, malgré ça, alors elle pense que le vœu va avoir du mal à passer, là, pour sa commune. Elle a des doutes. Mais elle va quand même essayer de faire passer un... Je ne sais pas si vous l'avez vu, le reportage de France 3, il y a 1 mois et demi. C'était banquier, ils avaient promis de changer. Qui était d'ailleurs un reportage très bien fait sur toute l'histoire de la réforme bancaire, comment elle a été écrite par les banques, pour les banques, et avec un débat sur la séparation stricte. Plutôt bien. Donc elle va essayer de montrer ça à son conseil. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, un peu plus loin, je crois, à 5 bornes, il y en a un autre qu'on connaît. Au-dessus, sur le plateau, il y en a un autre qu'on connaît. Et donc, dans la Comcom, ils sont 3. Et ils vont essayer de discuter pour que dans la Comcom, ça se fasse. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on est en train de faire. Et juste deux derniers, pour vous poser un paradoxe. Alors ça, c'est Fontenelle, les Fontenelles. Ce maire, lui, il est attaqué, quoi. Il comprend très 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 bien. Il est directeur financier d'une grosse boîte en Suisse spécialiste des aiguilles des montres. Donc là, lui, il est à fond pour. Donc il y a une semaine, il a montré ce reportage avec son conseil. Ça, c'est le truc tout naturel en France quand même, c'est que quand on connaît des gens, même si on n'est pas d'accord sur tout, on peut se poser un soir et puis regarder un reportage sur ce que c'est que la finance et ce qu'on peut y faire politiquement. Donc ça a été fait la semaine dernière, et donc quand même, vu que c'est un homme pensé, etc., il veut laisser une semaine à son conseil pour que la semaine prochaine, ça soit voté ou non. Et la suivante. Et ça, c'est Auxelles. Pareil dans le Doubs. Et alors là, lui, c'est beaucoup plus... c'est pensé, mais c'est pas une montre suisse. C'est un agriculteur retraité qui paye pas de mine, quoi, qui, en 2012, quand on l'a rencontré, pas d'accord sur tout, mais il fait allez, banco, je vous parraine, quoi. Donc il a tamponné le papier sur le parking du casino de Besançon-Ouest, parce que voilà, quoi, il nous aimait bien. Et puis après tout, on est plutôt d'accord. Donc lui, il l'a proposé là en 2-2 à son conseil, ça a été voté, plié, c'est parti. Donc tous là, ils envoient ça à leurs députés, ils envoient ça autour d'eux. Là, c'est le maire de Tessode, dans le Tarn, là, qui a aussi émis le vœu, qui lui avait fait tous des papiers, des notes et tout sur comment expliquer ça à son conseil et tout ça. Un truc vraiment bien, quoi, le mec motivé. Et donc qui l'a fait circuler autour de lui, et il y a 2 autres communes qui vont, 2 autres maires qui vont le proposer à leur conseil. Donc il y a des taches d'huile qui se font. Alors maintenant, non. Donc quand il n'y a pas de maires qui sont eux-mêmes en train de le pousser, la question c'est ce que peuvent faire des militants, des citoyens. Alors il y a un truc tout simple déjà, c'est les courriers. C'est si vous avez un maire génial, vous lui envoyez un courrier, il va être d'accord, il va le faire. C'est le premier truc. La deuxième, c'est quand il s'agit surtout de villes, comme partout en Île-de-France, c'est de prendre son téléphone, c'est d'appeler les conseillers, d'appeler le maire, tous les appeler, et de leur en parler, et de leur dire en fait ce que c'est que l'idée. Donc ça, sur l'Île-de-France, il y a 27 communes où il y a des choses comme ça qui se passent. En France, il doit y en avoir une 60aine.
Mais c'est pas des maires qu'on connaît qui sont en train de le faire, c'est vraiment des gens... Et puis Nous avons des militants ou des qui sont, oui, où sont en train de téléphoner, de discuter, de vraiment d'avoir un processus sérieux. À tous ceux que vous Au pouvez. cabinet du maire ou aux conseillers municipaux. Ouais. Vous pouvez appeler toute la liste de tous les conseillers municipaux et leur dire voilà ce qu'on... Parce qu'un seul conseil municipal peut suffire à ce que le vœu soit proposé. Dans un conseil municipal, vous avez le droit d'être là, de regarder, de prendre des notes, de filmer, mais vous pouvez rien dire, rien faire. Vous ne pouvez pas obliger à quoi que ce soit. Vous pouvez juste leur proposer de le faire. Et après, si un conseiller est convaincu de devoir le faire, lui peut le proposer tout seul, ou discuter de tout ça beaucoup plus avec la majorité, ou je sais pas. Réécrire le texte s'ils veulent, parce que donc on a fait un modèle de vœux qu'on fait en sorte de faire circuler. Réécrire le texte, etc. Et puis le mettre au vote plus tard quand ils seront prêts, quoi. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est que si vous n'avez pas le droit de discuter au conseil, de parler pendant le conseil, de lever la main, de dire voilà, moi j'ai un truc hyper important à faire, c'est combattre la City de Londres ici. Ça, vous ne pouvez pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est demander au maire de parler devant le conseil. Et le maire, s'il est d'accord avec l'idée... Ah oui, c'est là que tu... Ouais. Voilà, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est Bruno Abriel, en Bretagne, à Rennes. Devant le conseil municipal de Rennes. Ouais. Parce que quand même, là, à Rennes, maintenant, on commence à être connus depuis des années. On est là-bas en train de militer, on a fait les régionales, là, ils sont en train de faire les municipales, il y a eu des législatives. Donc depuis, voilà, enfin, là, ils ont juste demandé, voilà, nous, on a un truc à dire, on n'est pas élu au conseil, mais bon, enfin, on est Solidarité et Progrès, on a un truc important. Et, il y est allé, il a pu lire un texte, parce que le maire a le droit de suspendre la séance du conseil municipal, de permettre à quelqu'un de parler, et puis ensuite de le refermer. Ça, c'est possible. Donc là, il l'a fait là, à Rennes. Et donc là, alors, c'est un truc qui est pas fréquent. Vous avez pas besoin d'ailleurs d'être citoyen de la ville. Vous pouvez être d'ailleurs. Donc, s'il y a une ville qui vous tient à cœur, vous pouvez. Et donc là, il a pu d'ailleurs intervenir une nouvelle fois auprès de Chavagnes, une petite ville à côté de Rennes aussi, juste en banlieue, 3500 habitants. Il faut faire la demande au maire. Il faut faire la demande au maire, il faut que le maire soit d'accord. Et forcément, c'est pas des histoires faciles pour dès que c'est une ville un peu plus grosse, donc c'est pas hyper évident parce que ouais, mais nous ça nous concerne pas, nanana, et puis vous êtes un militant politique, nanana. Donc il y a eu pas mal de refus. Ça arrive. Et dans ces cas, il y a par exemple, donc c'est à Palaiseau, il y a une dame qui s'appelle Maria Lebovici, qui connaissait des gens de l'opposition, enfin connaît toujours d'ailleurs, de l'opposition, et leur en a parlé. Et en fait, elle a été hallucinée de voir que les types n'étaient pas du tout des révolutionnaires, pas du tout des gens prêts à se battre pour que ça aille mieux. Aujourd'hui, enfin, la question bancaire, c'est généralement assez a priori compris, quoi. Il y a quand même des éléments qui sont connus, très connus. La plupart des gens savent à peu près de quoi il en retourne. Donc elle attendait au moins à ce qu'il y ait une discussion. Il y a eu un refus en bloc de leur part de discuter de ce que la commune devrait faire par rapport à ça. Donc elle a dit, maintenant, il y aura une pétition à Palaiseau, une pétition qui appellera le conseil à faire un vœu. Donc là, maintenant, il y a une pétition à Palaiseau, il y a des feuilles qui sont déposées dans les commerces, il y a des feuilles qui sont passées aux citoyens pendant le marché le dimanche. Donc il y a tout ça qui est en train de se lancer. Et la dernière chose, c'est de faire tout le reste. C'est-à-dire que là, il y a les municipales qui se profilent. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on fasse mieux qu'eux, quoi. Mais pas que pour le vœu, en fait, c'est pour tout le reste. Donc c'est être candidat au municipal. C'est être candidat aux législatives, etc. Mais c'est surtout pour pouvoir dire voilà ce que vous avez à faire.
ce que vous pouvez faire. Enfin, résister, c'est un droit, c'est pas interdit. Si vous le faites pas, nous on le fera. Et donc là, à Rennes, c'est ce qu'ils sont en train de faire. À Lyon, c'est de dire la question bancaire, c'est pas une question nationale, c'est une question partout. C'est à faire partout, c'est à répondre partout. Donc ça, c'est la première. Et il y a une autre chose qu'on est en train de voir aussi, avec justement M. Forcapper qui est ici présent, le barbu sur la gauche. C'est donc à Poissy. On connaît donc M. Bouznada qui n'est pas là ce soir, mais qui est adjoint en fait au maire aux affaires sociales de Poissy, qui est le représentant Solidarité et Progrès de Poissy, qui se bagarre pour faire quelque chose là-bas. Et parce que ce que fait M. Forcapper, c'est de combattre contre les abus bancaires à travers une association qui s'appelle l'Aplomb. L'Aplomb, APLOMB, qui est en fait un soutien dans un combat juridique contre sa banque quand elle impose des frais bancaires, quand elle impose des taux d'intérêt et des frais bancaires qui sont en fait quasiment tout le temps illégaux. Enfin, la masse de frais, ça s'appelle un abus, je ne sais pas comment on appelle ça sinon, mais un délit, c'est un délit. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de combattre pour ce qui pour ce qu'il y a de vrai, parce que en fait, cette question-là, ce dont Karel discutait tout à l'heure, les parlementaires ont souvent un petit peu entendu parler, mais c'est pas pour autant qu'ils ont prêté l'oreille. Et ce qui est la politique, c'est justement de prêter l'oreille à ce qui est étonnant, creusé et puis tranché. Alors c'est vrai pour les banques, c'est encore plus vrai pour les banques, il faut trancher, quoi. Mais c'est vrai pour tout, pour le social, pour l'économie, pour plein de trucs. Et c'est ça sur quoi je voudrais terminer, c'est que vous comprenez bien la différence qu'il y a entre quelqu'un qui essaye de comprendre les choses et quelqu'un qui négocie. Les parlementaires aujourd'hui, les socialistes, enfin l'UMP, enfin la plupart, quoi, c'est des gens de négociation, de séduction, comme disait Karel. Ceux qui pourront imposer la séparation des banques au Parlement aujourd'hui, c'est des gens qui forceront à ce que les gens comprennent, qui pousseront les gens autour d'eux à être sérieux vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de ce qui les entoure. Là, c'est là que tu peux mettre le truc. Alors, à Fresnay-sur-Sarthe, donc c'est une ville de 2000 habitants où ils ont émis un vœu. Il y a une église. Et sur cette église, il y a des modillons. Tu peux mettre la suivante. Les modillons, c'est ça. C'est les petits bonhommes. Alors, il y a tout le temps plein de trucs drôles et bizarroïdes avec des gens qui tirent la langue, etc. Et tu peux mettre la suivante. Et parmi ces modillons, il y a ce personnage à gauche qui a en fait sa tête entre ses fesses et les jambes, ses jambes qui tient comme ça. Alors ça, c'est un acrobate qui en fait au Moyen-Âge était le symbole du dépassement de soi, qui était un bon symbole, qui est l'oubli de son corps et de soi-même et puis de l'élévation vers quelque chose de plus grand. Et à force d'esprit, pendant un temps, on s'est dit, tiens, on va enlever le Glass-Steagall, on va enlever la séparation des banques, on va faire plein de finances partout. Et puis en fait, on a les parlementaires qui ont oublié ce que c'est que l'acrobatie, qui sont très attachés à leur corps. Et ils se retrouvent dans cette situation-là. C'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire ils sont dans des positions pas possibles, entre progrès social et puis austérité brutale, entre la finance et l'économie réelle, donc où on essaie de faire avec les deux.
Et si vous êtes comme ça et que vous cherchez à négocier, vous êtes très mal barré. Donc voilà, faut pas faire ça. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même que vous fassiez tout ça, quoi.